Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi-Aubrac et on est heureux de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur Foucault. Donc je vais vous faire une courte présentation de notre intervenant. Donc vous avez été diplômé de l'École nationale supérieure de géologie en tant qu'ingénieur en géologie et en sciences de la Terre plus généralement. Vous avez poursuivi en réalisant un master dans les ressources minérales, plus spécialement avec un parcours évaluation et valorisation, et du coup vous êtes encore plus spécialisé entre guillemets dans l'ingénierie minière et minérale. Vous avez réalisé une thèse sur les acides gras. Il y a tout plein de mots après, mais il y a une théorie de la fonctionnelle de la densité tungstène. Désolée pour la prononciation. Et du coup, aujourd'hui, vous venez nous parler. Vous êtes aujourd'hui chercheur et maître de conférence à l'Université de Lorraine. Et on va d'abord, dans un premier temps, procéder aux questions avec Archibald. Et après, tout le monde pourra poser ses questions comme il le souhaite. Merci. Sauf si vous voulez parler dans le micro. La question. Bien, vous m'entendez bien, ouais. Donc bonjour à tous, merci pour l'introduction et merci d'être venu m'écouter aujourd'hui. Donc effectivement, je vais pas me représenter. Donc je suis Yann Foucault, je suis brièvement maître de conférence donc dans l'école d'ingénieurs que j'ai faite moi en 2016. J'ai fini en 2016 et puis à la suite de 3 ans de thèse que j'ai soutenue en 2019, j'ai fait 3 ans de postdoctorat. Et me voici recruté maître de conférence depuis le 1er septembre 2022 à l'Université de Lorraine, dont l'école de géologie fait partie maintenant. Et donc, en étant enseignant-chercheur, on a un laboratoire qui est géoressources et une composante d'enseignement qui est ici l'école de géologie. Donc, moi, je vais vous parler, je vais faire une brève introduction là sur, on va dire, entre 20 et 30 minutes sur les enjeux énergétique, un peu sur l'histoire des matières premières minérales et essayer de vous montrer à quel point elles sont au service de l'humanité depuis 8 millénaires. Alors ça peut paraître énorme, mais vous allez voir qu'en fait non. Vous allez comprendre très vite. Alors d'abord un petit rappel parce que je ne sais pas trop d'où vous venez chacun au niveau formation. Donc quand on parle matières premières minérales, on parle tout d'abord de métaux. Alors les métaux, ce sont des éléments du tableau périodique des éléments, qui est ici derrière, tableau de Mendeleïev. Et les métaux, en fait, c'est simple, c'est tous les alcalins, ici, les alcalinotéreux, ici, tous les métaux de transition, et par extension, finalement, tous les métaux pauvres et les métalloïdes qui sont représentés ici. Donc finalement, et bien sûr, sans oublier les terres rares en vert ici, et les actinides en gris en bas. Donc en fait, c'est la quasi-totalité du tableau périodique des éléments, donc mis à part ceux qui sont en bleu ici, et puis en violet, les gaz rares. D'accord ? Donc déjà, ça veut dire que quand on parle métaux, on parle d'un bon nombre de substances. Quand on parle de métaux, ces substances du tableau périodique des éléments, elles sont sous forme de corps pur. Hein, donc quand on a du fer, c'est Fe, tout simplement. Que Fe, 100% Fe. Et puis, dans les matières premières minérales, vous avez des minéraux industriels. Donc, c'est des minéraux qu'on trouve dans des roches et qui sont directement utilisables pour leurs propriétés, sans extraire les éléments qu'ils contiennent, donc en les laissant sous forme de minéral. Et puis, vous avez aussi tous les granulats que vous utilisez pour faire du béton, pour faire des routes, pour faire des ouvrages en général de génie civil. Donc, tout ça est englobé dans ce qu'on appelle les matières premières minérales. Et donc, je vais essayer de vous montrer à quel point c'est fondamental pour notre quotidien. Mais d'abord, je vous ai parlé de 8 millénaires d'histoire. Donc, c'est pas tant que ça, parce que finalement, on retrouve des traces d'utilisation de l'or il y a 6000 ans. Alors, pardon, à moins 6000 avant Jésus-Christ, donc il y a 8000 ans. Moins 6000 avant Jésus-Christ, où l'or était déjà utilisé pour les monnaies. Donc l'or est trop mou pour être utilisé comme métal pour faire des outils ou des objets. Donc il était utilisé sous forme de monnaie et sous forme de bijoux, quand la monnaie existait. De la même manière pour l'argent, on retrouve des traces d'utilisation de l'argent à moins 4000 avant Jésus-Christ.
Donc c'est quand même des périodes qui sont très lointaines, hein. Et puis en fait, pendant très longtemps, on utilisait environ 7 métaux. Donc, vous avez vu, parmi tout le tableau périodique des éléments, on en connaissait et on n'en utilisait que 7, globalement jusqu'au 19e siècle, où là, avec l'essor de la chimie, qui est une discipline très récente, là, on a commencé à découvrir les métaux, leurs propriétés, et donc à les utiliser. Vous allez voir. Et finalement, on utilisait essentiellement donc, l'or, l'argent sous forme de monnaie et bijoux, puis le plomb qui était un peu moins mou que l'or et l'argent, on en a fait des canalisations, on en a fait des récipients, puis on a découvert le cuivre. Le cuivre, là, on peut le rendre dur, donc il peut faire des outils, mais l'idéal, c'est de faire du bronze, donc en mélangeant le cuivre et l'étain. Donc c'est ce qui a donné l'âge du bronze, où là on a commencé à mélanger les deux, faire un alliage, et on pouvait faire des outils avec cet alliage. Et vraiment le must, ça a été la découverte et l'utilisation du fer. Donc là pour ça, il a fallu mettre au point entre guillemets des procédés de raffinage pour avoir du fer pur, du fer métal, avec lequel on peut faire des outils. Donc là c'était l'âge du fer, autour de -1000 avant Jésus-Christ. Et puis c'est resté un peu comme ça. Alors, l'histoire étant cyclique, il y a eu énormément de régressions à la chute de l'Empire romain, et ce qui fait que ça a stagné jusqu'au 19e siècle, globalement. Et finalement, on trouvait les métaux à l'époque sous cette forme-là, donc sous forme native, ce qui a arrangé beaucoup les gens, parce que vous allez voir que maintenant ce n'est plus du tout le cas, et ça augmente largement la complexité de l'extraction des métaux. Et finalement, comme je vous l'ai dit, jusqu'en 1700, même 1800, on avait très peu de métaux qui étaient utilisés. Alors, vous voyez, en 1700, on commençait à utiliser le zinc et le carbone. Ils ont été découverts au 14e, 15e siècle. Et donc, on en était encore à utiliser seulement 6 éléments du tableau périodique des éléments. Puis, avec les révolutions industrielles, on commence à découvrir de nouveaux métaux et à les utiliser pour leurs propriétés, donc en alliage ou sous forme pure, donc notamment le manganèse, on le voit ici, le calcium, qui apporte des propriétés au fer. Puis on continue notre développement économique, notre développement industriel. Là, on voit qu'en 1900, on a déjà un nombre plus conséquent de métaux qui sont utilisés. Et enfin, on en est aujourd'hui à l'heure où l'ensemble du tableau périodique des éléments est utilisé dans notre quotidien, dans notre société. Donc on produit des éoliennes, je le rappelle, peut-être que certains ne le savent pas, dans une éolienne, il y a 600 kg de néodyme. C'est un des terres rares là, qui était tout en bas dans le tableau que j'ai montré. Donc ça veut dire que pour faire des éoliennes, il faut cette petite terre rare qui est le néodyme, et il faut aller la chercher, l'extraire, la purifier pour l'utiliser ensuite pour assurer notre transition énergétique. Et alors bien sûr, là je vous parle de nombre de métaux différents, mais vous vous doutez bien que le volume, donc la masse de métal qu'on engloutit chaque année ne fait qu'augmenter, puisqu'on a un développement démographique qui est, on va dire, exponentiel, et donc la demande en métaux suit ce développement globalement en masse utilisée. Et donc on a tendance à dire que finalement on utilise chaque année en métal ce qu'on a pu utiliser sur les 50 ou 100 dernières années, donc pour vous montrer le comportement exponentiel de cette demande. Et puis effectivement, les métaux, les matières premières minérales sont omniprésentes aujourd'hui, donc si vous regardez tout autour de vous, sans matières premières minérales, il n'y aurait rien. Alors, ça peut paraître banal, anodin, mais finalement, une voiture, un téléphone, un ordinateur, la lumière, il faut du cuivre pour la transmettre l'électricité en général. Donc, ça nécessite tout un tas de métaux. L'électronique, n'en parlons pas. Et donc, finalement, on a des métaux absolument partout dans notre quotidien. Vous voyez, et puis des métaux en plus en alliage. On les utilise, on maximise leurs propriétés en les utilisant en alliage ou en les combinant les uns avec les autres dans des petites pièces. Vous voyez une ancienne voiture, vous voyez tout ce que ça contient. Donc ça, fort heureusement, on arrive à en recycler 95% aujourd'hui. Mais vous voyez quand même qu'il faut assurer l'approvisionnement d'un certain nombre de ressources pour arriver à faire une voiture où
Aujourd'hui, on parle beaucoup de cartes électroniques, puisqu'on a tous des appareils électroniques dans nos poches ou dans nos sacs. Et vous voyez qu'on a tout un tas d'éléments, dont de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, du plomb, du nickel, de l'étain. Vous voyez, tous ces éléments-là qu'il faut aller chercher dans le sous-sol. Et aujourd'hui, on augmente de plus en plus la complexité des alliages, puisqu'on veut des propriétés toujours plus high-tech, toujours plus fortes des matériaux. Et donc, on augmente la complexité du recyclage. Donc vous avez ces cartes électroniques, forcément, vous vous doutez bien que c'est moins facile à recycler une carte électronique qu'une voiture. Parce que c'est très fin, la carte électronique. Donc il faut des volumes d'énergie, on va dire, qui sont conséquents pour arriver à extraire les métaux et les séparer les uns les autres pour pouvoir les réinjecter dans la production. Donc ça pose des problématiques importantes. Bon, je vais aller vite, hein, je pense que vous êtes tous au fait là-dessus. Un téléphone contient plus d'une vingtaine de métaux différents. Puis quand vous buvez une bière le soir au bar, vous avez 26 éléments différents qui ont été utilisés pour... alors, ils ne sont pas dans la bière, hein, je vous rassure, mais ils ont été utilisés pour brasser de la bière, pour l'acheminer jusqu'au bar, pour vous la servir, etc. Donc, vous voyez toute la chaîne indirecte de production qui contient ou qui nécessite un certain nombre de métaux en quantité parfois non négligeable. Et finalement, ils vont être encore fortement omniprésents et je dirais de plus en plus. Vous voyez, ça c'est une figure que j'adore, ça montre un peu l'ensemble des ressources qu'un bébé américain, donc là c'est né en 2019, va consommer au cours de sa vie. Alors on arrive à plus ou moins à l'estimer. Alors bon, je suis désolé, c'est en livres, en onces de 3 et en gallons. Mais bon, vous pouvez facilement faire les conversions. Et vous allez voir que c'est des volumes et des masses colossales de métaux qui vont être engloutis par chacun d'entre nous au cours de notre vie. Alors de manière indirecte, parce qu'on vit, donc on a besoin de se déplacer, on a besoin de routes, d'universités, d'hôpitaux, etc. Et donc ça consomme un certain nombre de métaux chaque année. Donc si on le divise par habitant, on a ce qu'un pays consomme par an et par habitant. C'est des volumes qui sont assez importants, hein. À titre d'exemple, là avant d'enchaîner, on extrait chaque année 2,7 milliards de tonnes de minerais de fer. Qu'on consomme donc, hein. Si on les extrait, forcément on les consomme. 2,7 milliards de tonnes de minerais de fer. Donc c'est une quantité qu'on a du mal à se représenter, hein, concrètement. C'est énorme. Et ce, chaque année. Et ça ne fait qu'augmenter. Malgré des taux de recyclage de l'acier et du fer qui sont très bons. Vous allez le voir après. Et donc, tout ça pour dire que finalement, il faut continuer à extraire des métaux. On a, vous voyez, ce cycle, la chaîne de valeur de l'ensemble des métaux, où on va donc des étapes d'exploration minière, où on va donc trouver un gisement, c'est-à-dire une anomalie de concentration, donc un endroit, des roches qui sont fortement concentrées dans une substance, un métal. Puis ensuite, on exploite, donc on a une mine, hein, et on extrait le minerai de la mine, on fait les étapes de traitement de minerai, donc moi c'est ma spécialité. Puis ensuite, on produit un concentré, on extrait le métal du minéral qui porte le métal, et on a donc un métal pur qu'on peut injecter dans les filières de production qu'on appelle les filières aval. Et donc là, de plus en plus, on essaye de reboucler, de refermer la boucle, hein, en recyclant au maximum. Sauf que ce qui drive le cycle des ressources et le cycle de la production, ce n'est pas la recyclabilité, ce n'est pas les matières premières minérales, c'est le consommateur. Et donc on est sur voilà, un dilemme, un compromis à faire entre est-ce que mon matériel, est-ce que mon équipement va être recyclable ou est-ce qu'il va avoir de bonnes propriétés et est-ce qu'il va être assez rapide quand je vais ouvrir une application. Et là, on est toujours pris dans ce dilemme et finalement, c'est le consommateur qui gagne. Vous avez des téléphones qui sont ultra rapides et qui sont très peu recyclables parce que des alliages compliqués sont utilisés dedans. Et alors, globalement, on parle de ressources. Donc,
je pense que c'est bien de définir ce qu'est une ressource. Je vous ai mis ici des images de ressources. Donc le vent est une ressource, le soleil est une ressource, l'eau est une ressource, les roches, les minerais sont des ressources. Ici vous avez un salar, donc c'est un des gisements de lithium à l'heure actuelle, c'est une ressource. Le pétrole, c'est encore une ressource. Donc, ça a une définition, une ressource. Les ressources sont l'ensemble des potentialités qu'offre le milieu physique et biologique et donc qu'on peut extraire pour s'en servir. Donc les ressources, elles sont partout, à condition d'arriver techniquement à les prélever, premier enjeu, en étant économiquement rentable, deuxième enjeu, socialement acceptable, troisième enjeu, et environnementalement acceptable, quatrième enjeu. Donc là, vous voyez, on dessine une approche qui est un peu systémique, où on va devoir prendre en compte l'ensemble des enjeux. Et donc là, je vous parle à vous, puisque vous êtes vraiment dans le cœur de ces choses-là. Nous, en tant que scientifiques, on peut nous dire qu'on ne voit que le côté technique, mais vous avez cette vision à Sciences Po et dans votre carrière future, vous allez devoir avoir cette vision systémique en rassemblant et en prenant en compte tous ces enjeux-là. Alors, étant géologue, je vais vous parler un peu des roches, des ressources. Vous voyez à quoi ressemble un minerai? Alors là, vous avez un minerai de lithium ici, lithium rocheux, donc ce n'est pas les salars. Vous avez ici un minerai de tungstène, ici un minerai de plomb-zinc, ici un minerai de fer, et ici encore un autre minerai de tungstène. Donc là, vous voyez que à l'œil nu, on ne s'aperçoit pas du tout que ce sont des minerais, et pourtant, le minéral qui contient le lithium, il est violet ici. Donc si on arrive à extraire le minéral violet, là, on a possiblement du lithium à notre portée de main. Et donc nous, tout l'enjeu technique, scientifique, ça va être déjà d'arriver à comprendre la formation et les mécanismes de formation des gisements pour savoir où on va aller les chercher. Puis ensuite, de comprendre un peu toutes les propriétés des roches et des minéraux pour arriver à extraire spécifiquement la substance qui nous intéresse. Vous voyez ici, dans le minerai de lithium, par exemple, tout le blanc, c'est des quartz et des feldspaths qu'on veut éliminer. Alors, éliminer ou co-valoriser maintenant, puisqu'on sait que le quartz et le feldspath peuvent être utilisés pour des applications de minéraux industriels. Donc, pour faire des lavabos, des toilettes, de la céramique en général, on a besoin de feldspath, donc on peut les valoriser. Donc, on va tendre vers une approche qui est zéro déchet, en disant, voilà, si on lance l'exploitation d'une mine à un endroit, on va essayer de valoriser au maximum tout ce qu'on extrait de la terre, afin de minimiser le nombre de mines qu'on fait quand même, puisque l'impact est présent. Et puis alors, les ressources, elles ne sont pas réparties de manière homogène. Vous voyez, typiquement, ici, je vous montre les ressources en cuivre. Donc là, vous avez une des plus grosses mines du monde, la mine de Bingham, là, aux États-Unis. Bon, ça fait plusieurs kilomètres de profondeur, plusieurs kilomètres de large aussi. Vous voyez, c'est les gradins. Chaque gradin fait 20 mètres de haut. Donc ça vous donne l'échelle. Et puis, vous voyez que le cuivre, les ressources sont essentiellement réparties sur la bordure du Pacifique, là, donc sur toute l'Amérique du Sud, les États-Unis et le Mexique. Et globalement, pour vous donner des ordres de grandeur, les ressources en cuivre à l'heure actuelle, donc tout ce qu'on connaît qui est exploitable, on va dire, représente environ 800 millions de tonnes de minerais, de cuivre, pardon, et on produit environ 20 millions de tonnes de cuivre par an. Qu'on consomme donc, que l'ensemble du monde consomme. Pareil en lithium, on peut faire la même chose. Alors on voit que c'est pareil, l'ensemble de l'exploitation actuelle en lithium est concentré en Amérique du Sud. Alors maintenant en Australie, ça a un peu évolué depuis, là c'est les chiffres de 2019. Donc c'est ça, c'est dans les salars en fait, donc c'est des déserts de sel, donc des anciens milieux lacustres qui sont asséchés. Et donc vous voyez que c'est spectaculaire au niveau du lithium. On a à peu près 22 millions de tonnes de réserves mondiales. Et alors qu'on produisait 16 000 tonnes de lithium en 2005 par an, aujourd'hui on est à 100 000 tonnes de lithium par an produit. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi, on est dans la transition énergétique, tout le monde veut décarboner ses transports, donc induire
le changement du parc automobile vers des véhicules électriques. Donc pour ça, il faut fournir du lithium pour fabriquer des batteries, pour fabriquer les véhicules électriques. Donc on voit que la demande en lithium explose, donc le coût aussi. Vous voyez, c'est impressionnant, on était à 300 € par tonne en 2003, donc c'est-à-dire que ça ne valait rien en 2003, le lithium, puisqu'il n'avait aucun usage industriel, ou quasiment aucun. Et maintenant, en 2022, on est à 45 000 $ la tonne, et ça ne fait qu'augmenter, puisqu'on a déjà largement dépassé ce cours-là, alors que ça fait que un mois qu'on est en 2023. Et donc, vous voyez, on a ce type de minerai pour le lithium. Mais finalement, tout est question de comment on définit les ressources. Parce que la mer, l'eau de mer, finalement, c'est une ressource, c'est un gisement en devenir de lithium, puisque dans l'eau de mer, vous avez du sodium, mais pas que, vous avez aussi du lithium, à des concentrations très faibles, certes, mais peut-être qu'un jour, on arrivera à extraire du lithium de l'eau de mer, parce que c'est la plus grosse réserve de lithium. On a plus de 2 milliards de tonnes de lithium dans l'eau de mer, vu la quantité d'eau qui est présente sur Terre. Même si les concentrations sont faibles, on arrive à la fin à des volumes qui sont énormes. Et comme je vous le disais, on est aujourd'hui encore sur des problématiques de recyclage. Alors on a un effort qui est fait dans la recherche, mais aussi dans l'industrie, pour augmenter le taux de recyclage des métaux. Donc vous voyez qu'il y a des métaux qui sont assez bien recyclés, c'est les métaux de base. Donc le fer, le nickel, le cuivre, le zinc, le plomb, l'or, l'argent. Alors l'or, l'argent, c'est un peu spécial, on va dire. Donc mis à part l'or et l'argent, les métaux de base sont assez bien recyclés. Et pour plusieurs raisons, parce qu'ils sont utilisés rarement en alliage. Le cuivre, c'est rarement en alliage. Ils sont utilisés de manière pure, dans des objets assez gros, donc facilement recyclables, etc. Mais par contre, on voit que tous les métaux high-tech, donc les nouveaux métaux, notamment ceux qui sont utilisés dans l'électronique, sont très peu recyclés. Vous voyez, il y en a plein qui sont inférieurs à 1%. Donc, ce qui veut dire que pour satisfaire la demande mondiale dans ces métaux-là, on extrait 99% de cette demande du sous-sol, donc via des mines. Vous voyez, donc ça, c'est un enjeu. Alors, on essaye de dynamiser le recyclage, mais on fait face à des difficultés techniques, technologiques, scientifiques, qu'on ne peut pas forcément lever aujourd'hui. Peut-être qu'on le pourra dans 10 ans, dans 20 ans, mais à l'heure actuelle, comme je vous le disais, on axe le développement de matériaux et d'alliage sur la performance qu'on veut, la performance des produits, et pas sur sa recyclabilité. Et donc, on se retrouve face à ces défis-là. Et puis, donc, comme je vous le disais, les métaux, à l'heure actuelle, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, ils sont au service des transitions. Alors, on a eu une révolution numérique, on va dire, une transition numérique au tout début des années 2000. Donc, vous avez connu ça, on a eu l'essor de l'informatique qui nécessite un certain nombre de métaux qui n'étaient jusqu'alors pas exploités. Donc déjà, il a fallu fournir ces métaux pour la transition numérique. Et là, aujourd'hui, on est sur une transition qu'on appelle énergétique. Donc, comme je vous le disais, on va décarboner notre manière de voyager, nos transports. Et pour ça, on a besoin de lithium. On a besoin d'électricité. L'électricité, si on veut la produire de manière décarbonée, la meilleure façon, encore aujourd'hui, c'est le nucléaire. Alors vous avez deux énergies décarbonées, le nucléaire et l'éolien. Le panneau solaire, on est encore sur de l'émission carbone qui est assez forte à cause de sa production qui nécessite du silicium métal, donc qui nécessite du charbon pour le produire. Donc on est vraiment sur éolien et nucléaire si on veut avoir de l'électricité décarbonée. Et il faudra de l'électricité décarbonée, puisqu'on est en train d'électrifier notre parc de véhicules. Donc pour électrifier le parc de véhicules, on a besoin de lithium, notamment, mais pas que. Pour faire les batteries au lithium, on a besoin de lithium, de nickel, de cobalt, de manganèse. Vous voyez, vous avez tous ces éléments-là qui finalement deviennent assez importants dans l'industrie et dans l'économie mondiale à cause justement
de cette demande accrue, de cette transition énergétique qu'on est en train de faire. Donc voilà, on a aujourd'hui un certain nombre de risques sur l'approvisionnement. Alors sur le lithium, ça va encore, on arrive à assurer les approvisionnements. Vous avez sur certains nombres de métaux des tensions et donc les cours augmentent de manière assez fulgurante parfois, hein. Puis vous voyez, donc le lithium, ça devient un métal très à la mode, hein. Alors on en parlait déjà en 2012, là, j'ai fait exprès, je vous ai remis un vieil article de journal, là, pour voir que déjà en 2012, on pressentait ça arriver, hein, parce que les batteries au lithium existaient déjà. Et donc là, c'est plus récent, et je vous ai mis enfin un article de journal là, qui date d'il y a un mois, ou même un peu moins, sur, vous avez peut-être entendu parler de ça, donc sur une entreprise française, Imerys, qui souhaite ouvrir une mine de lithium en France, dans le Massif central, dans l'Allier très précisément. Donc, ce qui pourrait être une bonne chose pour la France, si on arrive à exploiter dans des conditions socialement acceptables, environnementalement acceptables, puisque ça pourrait nous permettre d'acquérir une certaine indépendance vis-à-vis de l'économie mondiale et des fournisseurs mondiaux en lithium, même si c'est des pays plutôt alliés dans le cas du lithium. Puis donc, vous voyez, juste pour vous faire un petit quand même point sur les consommations en métal, vous voyez qu'entre 2010 et 2020, la consommation, le secteur qui consomme le lithium a complètement changé et on est à 71%, donc l'immense majorité qui va pour produire des batteries. Et ça induit donc un certain nombre de réponses de l'économie mondiale sur les cours du lithium et donc sur l'industrie minière en général. Donc sachant que pour ouvrir une mine, il faut une dizaine d'années entre le moment où on commence à chercher un gisement et le moment où on produit le premier kilo de métal. Donc 10 ans, c'est du très long terme. Quand on voit aujourd'hui dans l'économie mondiale et même dans le contexte politique actuel, des visions à 10 ans, ça existe de moins en moins. Or, la mine nécessite des visions à long terme. Alors, puisque c'est des investissements à long terme, les retours sur investissement dans le minier sont rarement en dessous de 10 ans. Donc il faut des entreprises qui acceptent de prendre le risque financier pour investir avec des retours sur investissement qui ne seront pas avant 10 ans. Donc à l'heure actuelle, c'est compliqué. Et de manière politique, il faut avoir une trajectoire politique qui ne varie pas en 10 ans, et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que la mine en Europe et en France ne se porte pas très bien. Puis enfin, vous voyez la demande en métaux en fonction des scénarios. Donc, j'ai mis le scénario 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés, donc en fonction des prévisions du GIEC. Vous avez entendu parler de ça, je pense. Vous voyez que si on est sur des scénarios optimistes à plus de degrés, on doit fournir des quantités de métal colossales pour justement arriver à réduire les émissions en dioxyde de carbone au niveau mondial. Parce qu'il va falloir électrifier tout, il va falloir produire de l'électricité décarbonée, électrifier tous les transports, et donc ça nécessite des métaux. Donc finalement, on transfère le problème, qui était un problème de matières premières énergétiques, on était beaucoup sur le pétrole et le gaz jusqu'à présent, on le transfère vers un problème de métaux en décarbonant les transports, l'industrie en général et l'électricité. Et donc on va avoir des grosses tensions sur le marché des métaux et sur l'industrie minière en général. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, mais avec ces quantités extraites, hein, on va épuiser le sous-sol en métal, puisque c'est une ressource non renouvelable, comme le pétrole et comme le gaz. Alors, oui et non, on peut dire qu'on va l'épuiser si on a un raisonnement à l'instant T, donc un raisonnement statique. En fait, vous voyez, on peut faire des calculs en disant l'humanité vit à crédit. Voilà, on prend la consommation de 2008, là, on regarde les réserves mondiales, on divise, et on se trouve avec, finalement, on n'a plus que 29 ans de consommation d'argent possible, et puis après, on n'aura plus d'argent. Alors en fait, ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, si vous voulez. C'est que déjà, on va aller chercher des minerais à plus faible teneur qu'avant. Donc les ressources mondiales en métal, donc ce qui est économiquement rentable à exploiter,
qu'on appelle les réserves, géologiquement parlant, vont augmenter, puisqu'on va diminuer les teneurs de coupure, donc on va aller chercher des minerais de plus en plus pauvres, qu'auparavant, on ne voulait pas exploiter, puisqu'économiquement, ce n'était pas rentable. Donc ceci se fait avec forcément une augmentation des cours du métal en question. Et vous voyez qu'en 1800, on trouvait du cuivre quasiment natif, donc pur, c'est cuivre à 100%. Aujourd'hui, on trouve ça, vous avez des roches, où le cuivre, il est inclus dans un minéral, celui-là, lui-même inclus dans une roche qui ne contient pas de cuivre. Et vous voyez la taille, on a une échelle ici, 200 microns. Donc là, c'est même plus visible à l'œil nu. Pourtant, ça, c'est un minerai de cuivre. Et donc nous, on doit mettre en place, en tant que géologue, déjà, il faut trouver les gisements là, puis ensuite, il faut mettre en place tout un tas de techniques pour arriver à extraire de manière spécifique le cuivre et arriver à la fin à faire un lingot de cuivre qui aura une teneur de 100% de cuivre. Parce que pour faire des câbles électriques en cuivre, il faut du 99,9998% de cuivre. Donc il faut maintenir les spécifications des produits comme avant, mais avec des minerais à de plus en plus faible teneur, de plus en plus complexes à trouver et à traiter. Et finalement, on voit que c'est une tendance générale dans l'industrie minière. Quand on prend les teneurs donc cuivre, or, plomb, zinc, uranium, nickel, diamant, argent, on voit qu'on a une diminution progressive des teneurs des minerais qu'on exploite. Ce n'est pas un problème, puisque les cours augmentent en parallèle, et donc ça permet qu'un certain nombre de gisements deviennent économiquement rentables à exploiter. Donc vous voyez, il faut toujours raisonner de manière dynamique et en prenant en compte l'économie des matières premières minérales. Et puis dans cette économie mondialisée, on a un gros problème depuis, on va dire, les années 80, une quarantaine d'années. Ça a été la dépendance de l'Union européenne et de la France vis-à-vis de certains pays qui ont le monopole sur la production de métaux. Donc là, vous voyez, c'est une figure qui est assez bien faite, qui vous montre que la Chine détient 95% de la production mondiale de terres rares, 87% en antimoine, 84% en tungstène, 83% en gallium, etc. Je pourrais vous faire une liste qui est quasiment tout le tableau périodique des éléments. Les Chinois donc, ont fait une politique de dumping dans les années 80 pour arriver à faire fermer les mines occidentales et ainsi devenir l'unique producteur mondial, donc d'être en situation de monopole sur la production de quasi tous les métaux. Et donc nous, en tant que pays européens, pays occidentaux, on est dépendant à quasiment 100% sur certains métaux de la production chinoise. Donc ce qui peut s'avérer complexe si le contexte géopolitique se tend, comme ça a été le cas il y a un an et comme c'est encore le cas. Donc on voit le prix des matières premières qui augmente en partie à cause de ça. Et la dépendance, elle n'est pas uniquement à la Chine, on ne va pas pointer du doigt uniquement un pays. Vous voyez que là, c'est une carte qui est faite par la Commission européenne, qui est donc 2021, c'est assez récent. Là, on voit finalement les approvisionnements de l'Union européenne. Il n'y a pas beaucoup de pays en vert dans l'Union européenne, donc ça veut dire qu'on s'approvisionne majoritairement à l'étranger. Et vous voyez qu'on dépend à 40% de la Russie en palladium, sur ces pourcentages-là, sur ces éléments-là de la Chine, le phosphore à 70% au Kazakhstan, on dépend de l'Australie pour le charbon, de l'Afrique du Sud pour l'iridium, pour le platine, etc. Vous voyez. Donc pour le niobium à 85% du Brésil, alors même si c'est des pays alliés, pour certains, avec qui le contexte diplomatique entre guillemets va pas se tendre, on est quand même dépendant. Et donc, il y a eu une réponse européenne il y a une dizaine d'années en définissant une matrice de criticité des métaux, des matières premières en général. Parce que vous avez vu que dans le diagramme là, il n'y a pas que des métaux, il y a des matières premières minérales au sens large. Et donc, on a défini des risques sur l'approvisionnement des substances, des importances économiques de ces substances, des risques sur l'approvisionnement des substances, des importances économiques de ces substances, des importances économiques de ces substances, des risques sur l'approvisionnement des substances, des importances économiques de ces substances, des risques sur l'approvisionnement des substances, des importances économiques de ces substances, des risques sur l'approvisionnement des substances,
Moyennant la substituabilité, le recyclage des substances, on a défini un certain nombre de matières premières critiques qui ne cessent d'augmenter. Elle est revue tous les 3-4 ans. Et tous les 3-4 ans, il y en a certaines qui rentrent dedans. Vous voyez, le lithium y est dedans maintenant. Il n'y était pas il y a 4 ans. Et donc sur ces métaux-là, l'Europe met l'accent et veut vraiment relancer l'industrie minière sur le sol européen pour assurer les approvisionnements des pays membres sur ces métaux. Et donc de briser la dépendance vis-à-vis de certains pays. Et alors vous me direz, l'environnement dans tout ça. On parle d'économie, on parle de relations, de contexte géopolitique, etc. Mais l'environnement, il est présent, il est là, on y pense. On fait des panneaux solaires, on fait des éoliennes. Mais pour l'heure, les éoliennes et les panneaux solaires qu'on fait sont à ce prix-là. Donc là, j'ai fait exprès de prendre les photos les plus moches de toute l'industrie minière mondiale. Alors, c'est pas en France. Là, ça, c'est Norilsk en Russie. Ça, c'est Bayanobo en Chine, pardon. Et ça, c'est aux USA. Et donc, vous voyez que la mine, si son exploitation est conduite de manière non rigoureuse et qu'on ne respecte pas un certain nombre de règles, ça devient très vite catastrophique pour l'humain déjà, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la mine, et pour l'environnement. Donc nous, en France, on a un passé minier qui est sale. On a un certain nombre de mines à l'arrêt aujourd'hui, bien sûr, mais qui continuent à avoir un impact environnemental fort, parce qu'on a mal conduit l'exploitation minière à l'époque, et on a mal conduit la fermeture, l'arrêt des opérations de la mine. Et donc ça, c'est vraiment une problématique à laquelle on essaye de s'atteler aujourd'hui. Mais pour ça, il faut avoir des États qui sont forts, qui imposent des règles strictes aux industriels, puisque l'exploitation, à part au Chili, où l'entreprise est nationalisée, la plupart des exploitations minières mondiales sont privées. Et donc, il faut avoir un contre-pouvoir qui soit suffisamment fort pour que les règles environnementales soient respectées. Donc là, je voulais vraiment, moi, insister là-dessus, puisque à l'heure actuelle, étant donné qu'on n'a pas de mines en Europe, on est dépendant sur l'ensemble des métaux, notamment ceux qui servent à produire les panneaux solaires et les éoliennes, on est dépendant de la Chine sur ces métaux-là. Donc, je parlais du néodyme tout à l'heure pour les éoliennes, là, 600 kg de néodyme par éolienne, là, que vous voyez. Le néodyme, il est produit là, à Bayanobo. Donc finalement, pour que nous, on ait des éoliennes, et donc pour décarboner notre électricité, en France, en Europe, les Allemands adorent les éoliennes, voilà ce que ça induit sur l'environnement. On ne le voit pas, c'est en Chine, donc on a l'impression que ça n'existe pas, mais ça existe. Et la planète est une seule entité. On ne peut pas dire qu'on ne pollue pas, parce que la pollution est délocalisée à 10 000 km. On pollue indirectement. Donc ça, c'est important que tout le monde et tout le grand public soit sensibilisé à ces questions-là, parce que sans une politique et une industrie minière solide en Europe, on aura ça, puisqu'on ne contrôle pas les pays qui ne sont pas les nôtres. On ne peut pas imposer à la Chine de respecter des règles environnementales si elle n'a pas envie de les respecter. C'est une ingérence totale. Et donc, on se rend compte, alors on pourrait l'envisager dans un système, mais pour l'instant, c'est tout bonnement impossible. Et donc, un des leviers pour briser à la fois cette dépendance économique et cette pollution induite serait effectivement de pouvoir relocaliser la mine en Europe, puisque nous, on a quand même la possibilité de faire respecter des règles. Donc en Europe, il y a déjà des mines. Nous, en France, on n'en a plus qu'une, mais en Europe, on a aujourd'hui un présent minier avec des mines qui fonctionnent dans le respect de l'environnement, notamment dans les pays scandinaves et en Finlande. Vous avez quand même des règles environnementales et humaines très très strictes imposées par les gouvernements. Et donc les exploitations se passent en général très très bien. Donc on peut le faire, on sait le faire aujourd'hui, on sait avoir exploité une mine avec très très peu d'impact environnemental. Et donc il n'y a plus qu'à le mettre en place. Mais donc ça dépend de la volonté du grand public et d'une volonté politique générale. Alors si je peux résumer, et puis j'en aurai fini avec ces quelques slides introductives,
Ce qui est important de retenir, c'est vraiment d'avoir à l'esprit cette approche systémique. Vous voyez, on a des enjeux économiques, des enjeux scientifiques. Alors les enjeux économiques, c'est l'offre, la demande, c'est de quoi on a besoin pour que le pays maintienne une croissance, si on est dans un système de croissance et pas de décroissance. De quoi on a besoin pour maintenir voilà, un scénario de croissance, de prospérité du pays. Mais il y a aussi des verrous scientifiques, hein, donc où on va aller chercher les gisements, comment on les exploite, quelles technologies on met en œuvre pour les exploiter de manière propre, respectueuse de l'environnement. Donc ça, on a beaucoup d'effets là-dessus. Les gouvernements financent des recherches scientifiques. Donc moi, mes recherches s'inscrivent là-dedans, vous voyez, et puis là-dedans. Donc on finance des recherches pour trouver des gisements, pour les exploiter proprement, efficacement, qu'on soit économiquement rentable. Et puis avec des enjeux environnementaux qui sont forts aujourd'hui, mais qui sont de plus en plus forts. Et c'est normal, on ne peut plus exploiter une mine en détruisant l'environnement. C'est inacceptable aujourd'hui, et n'importe où dans le monde, que ce soit en Europe ou en Chine. Donc il faut que nous, notre génération, on tende vers ça en disant oui, on peut exploiter correctement, il le faut pour notre indépendance, et on peut exploiter de manière respectueuse de l'environnement. Puis bien sûr, vous êtes bien placé pour savoir que, alors ça c'est peut-être la partie où je suis le moins fort, mais vous, vous êtes bien placé pour savoir que tout ça est encadré par un certain nombre de textes, de lois. On a un code minier en France qui est en train d'être révisé ou qui est censé l'être, et qui doivent encadrer au maximum l'exploitation minière, pour pas que ce soit confié à des mains un peu non sûres. Et enfin, vous avez beaucoup d'enjeux d'acceptabilité sociale, j'en ai parlé. Les gens, à cause notamment de l'environnement, à cause des morts qu'il y a eu dans les mines en France, en Europe, les gens ne veulent plus aujourd'hui qu'on exploite des mines en France. Donc ça, c'est un vrai défi qu'on a à nous, en tant que scientifiques, c'est de dire, oui, on est capable aujourd'hui de mettre en œuvre des procédés non polluants, de mettre en œuvre une exploitation minière qui soit non polluante, qui ait un impact qui soit quasiment négligeable sur l'environnement, sur les terres alentours, sur le voisinage. Donc on peut exploiter une mine correctement, ce qui va permettre, entre autres, de relancer l'industrie au sens large, et pas que minière, en France et en Europe. Si vous voulez, nous, notre pays a été un peu désindustrialisé, puisque la Chine produit les ressources, et donc les usines de transformation, de production de produits manufacturés, ont tendance à se rapprocher de la source des matières premières minérales, parce que c'est cher à transporter, les métaux. Et donc, ils ont préféré finalement délocaliser en Chine, alors pour d'autres raisons aussi, bien sûr, mais en partie pour celle-là, pour se rapprocher de la source en métaux et utiliser directement, dans une chaîne de valeur intégrée, les métaux qui étaient produits sur place. Donc finalement, si on a cette approche systémique, on peut aussi dire que l'économie et que le secteur industriel français dépend en partie de l'industrie extractive sur notre sol. Voilà, c'était ma dernière slide. Maintenant, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et que vous avez retenu des choses. Et maintenant, place au débat. Tant mieux, c'est super. Quelle transition. Moi, j'avais une première question. Donc, dans votre diaporama, à un moment, vous parlez de la réduction, enfin d'un rapport de la Banque mondiale qui explique que en 2050, on compte consommer 100%, 1000% de la production qu'on a actuellement, et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce qu'en fait, nos réserves, elles augmentent au fur et à mesure que notre technologie augmente. Mais dans un diapo suivant, vous montrez que la teneur des métaux et des minerais, des métaux dans les minerais diminue avec le temps. Est-ce qu'il y a un moment où on arrive à une limite? Est-ce que c'est pas une fuite en avant de toujours se dire on va trouver plus de réserves, plus de réserves, plus de réserves? Alors, il y a une limite thermodynamique sur l'extraction des métaux au sens strict. Mais en fait, cette baisse de teneur, elle est compensée par l'augmentation du nombre de gisements. C'est-à-dire, les gisements les plus riches dans la Terre sont les plus anomaliques. Parce que dans la croûte terrestre,
on a une teneur en éléments qui s'appelle le Clark. Le cuivre, par exemple, c'est 40 ppm. C'est extrêmement faible. Quand on a un gisement à 5% de cuivre, ça veut dire que les processus de concentration du cuivre ont été exceptionnels et ont conduit à la formation d'un gisement avec une teneur exceptionnelle. Et en fait, on a une probabilité donc, qui est très très faible pour avoir ce type de gisement, mais plus on va diminuer la teneur, et plus la probabilité d'avoir des gisements à teneur donnée va augmenter. Et donc cette baisse de teneur, finalement, est compensée par l'augmentation du nombre de gisements qu'on va pouvoir trouver et exploiter. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est une fuite en avant. On espère aussi avoir une augmentation du recyclage, qui est aujourd'hui assez poussif sur certains métaux. Mais on sait d'ores et déjà que si on est dans un système de croissance, la consommation en métal à l'année N+1 sera forcément supérieure à celle de l'année N. Et donc même si on recycle 100% de ce qu'on a consommé à l'année N, ce qui n'est pas le cas en plus, puisque les métaux sont, quand on place un fil de cuivre dans un bâtiment, il n'est recyclé que 40 ans après la destruction du bâtiment. Et donc finalement, on voit qu'on a un tampon en fait, des métaux dans les constructions, et donc on ne peut même pas dire qu'on va recycler tout ce qu'on consomme à l'année N, puisque c'est tamponné. Donc ce qu'on recycle en cuivre aujourd'hui, ça a été produit il y a 5, 10, 20, 30 ans. Et les productions étaient infiniment plus faibles que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, on sait d'ores et déjà que si on maintient un scénario de croissance dans nos pays, on va devoir continuer à extraire des ressources du sous-sol. Donc via ce développement technologique, via le nombre de gisements qui va augmenter, avec des plus faibles teneurs, donc il va falloir compenser par de la technologie. Alors ça peut être vu comme une fuite en avant, mais à l'heure actuelle, on n'a pas mieux. Super, super. Dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer un phénomène de décroissance, justement, si on n'arrive pas à imaginer un scénario où on consomme autant ou moins que l'année d'avant, et qu'on a l'impression qu'il y a des limites qui arrivent à un certain moment, est-ce qu'il ne faut pas se dire, à un moment, il faut juste produire moins? Oui, c'est une très bonne question, et voilà, je pense qu'un certain nombre de personnes dans ce milieu des métaux et de la géopolitique ont commencé à le dire. On l'entend de plus en plus ces dernières années, cette théorie de la décroissance. C'est une théorie. La question, c'est est-ce que les gens sont prêts à la mettre en œuvre? Et dans le quotidien, alors ça peut être perçu comme fataliste, mais finalement, quand on regarde notre quotidien, on voit que non. C'est-à-dire que peut-être que ça va arriver, peut-être que les gens vont avoir un électrochoc, mais c'est un peu idéaliste de penser ça. On voit que les gens veulent continuer à changer de téléphone tous les 2 ans, à changer de voiture régulièrement, à avoir le nouvel iPhone qui sort, etc. On commence à prendre conscience, mais sur les 20 prochaines années, ça paraît difficile d'envisager quand même que les gens soient prêts à renoncer à tout ça d'eux-mêmes. Il y a un sujet qui n'est pas apparu sur ces slides-là, mais qui est, lorsqu'on brièvement on s'intéresse au sujet, ça apparaît parfois. C'est la question des mines illégales. Oui. Est-ce que vous pourrez nous en parler un peu, s'il vous plaît? Je peux, oui. Il y a pas mal de mines artisanales, on va dire, dans le monde. Donc, notamment le coltan, donc vous en avez peut-être entendu parler, on appelle ça le minerai de sang. Donc, c'est produit en Afrique, notamment au Congo. Et on estime à peu près 30 à 40% de la production mondiale de tantal, donc qui est un métal utilisé dans vos téléphones, dans nos téléphones. Donc 40, comment? Non, c'est plutôt le tantal. En fait, donc, quand on dit le coltan, c'est un abus de langage, c'est la colombo-tantalite, géologiquement parlant. Et donc, en fait, c'est du niobium et du tantal qu'il y a dedans. C'est pas du cobalt. Alors, le niobium, il est essentiellement produit au Brésil. On l'a vu, hein. Le Brésil est en situation de monopole complet sur la production de niobium. Mais sur le tantal, les deux sont souvent associés.
Sur le tantal, on estime entre 30 et 40% du tantal mondial qui est produit de manière artisanale, donc avec des gens qui vont comme ça dans la nature piocher, extraire, et puis après ça induit des conflits, des meurtres, même des massacres pour des vols de minerais pour celui qui va aller vendre le minerai. Et donc finalement, nous on a besoin de tantal, donc on consomme du tantal chaque année, en ayant déjà une traçabilité extrêmement hasardeuse sur la provenance du tantal. Moi, je ne sais pas du tout d'où vient le tantal qui constitue mon téléphone. Et je suis incapable de dire s'il vient d'une mine artisanale ou d'une mine encadrée et officielle. Et ces mines artisanales, c'est une catastrophe humainement, socialement, et c'est aussi une catastrophe généralement au niveau environnement. En Guyane, voilà, vous avez peut-être tous entendu parler de l'orpaillage illégal en Guyane. Voilà, c'est une catastrophe environnementale, hein, parce que pour extraire l'or, il faut l'amalgamer avec des composés polluants, c'est soit du mercure, soit du cyanure. Donc, généralement, quand on a affaire à une mine artisanale, ils ne s'embêtent pas à recycler le cyanure et le mercure, ça finit dans l'environnement. Donc c'est une catastrophe. Donc, pourtant, le gouvernement français met en œuvre un certain nombre d'actions en Guyane pour contrer ces mines artisanales, mais c'est quasiment impossible à gérer. Parce que c'est des camps qui se déplacent dans la forêt, qui sont complètement à l'abri de toute vision par les airs. Et donc dès qu'ils se sentent menacés, ils bougent. Et dans tous les cas, ils bougent très régulièrement. Ce qui fait que l'orpaillage illégal n'est toujours pas une question soldée en 2023. Et du coup, alors en 2023, c'est pas fini. Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre ça? Est-ce qu'on sait l'ampleur que ça a? Vous disiez sur le tantane, c'est 40% en République démocratique du Congo. C'est cette ampleur-là pour la plupart des métaux? C'est 40% de notre production, elle vient de ce système légal? Sur le tantal, oui. Sur les autres métaux, non. Après, on a plusieurs leviers, si vous voulez, pour agir contre ça. Le premier levier, c'est un peu comme la pollution environnementale, c'est d'avoir des mines conduites par nous, où on sait qu'on va pouvoir encadrer, mettre un cadre légal, un cadre social, etc., environnemental, sur l'exploitation. Parce que finalement, l'exploitation minière, elle est drivée par la demande, et pas par l'offre. L'offre s'aligne sur la demande en métaux. Et donc, la demande est drivée par le nombre de gens sur Terre et ce qu'ils consomment. Donc la demande, elle est ce qu'elle est. Elle est fixée, on va dire. Donc si on arrive à ouvrir des mines responsables et officielles, on va forcément diminuer la part de ces mines artisanales, non officielles, dans la production mondiale. Ça, c'est un levier. On dit la même chose, si vous voulez, sur les mines qui polluent, donc les mines de Chine. On dit, finalement, si on ouvre une mine en Europe sur un métal qui est majoritairement produit en Chine, ça veut dire qu'on va faire diminuer le pourcentage de la production mondiale qui vient de Chine, puisqu'on va ouvrir, nous, une production en Europe. Et donc, on va, entre guillemets, diminuer le taux de pollution, puisqu'on va, nous, être sûr qu'on ne pollue pas là où on exploite la mine. C'est pareil pour les mines artisanales. Dernière question sur le sujet des mines illégales. Est-ce qu'il n'y a pas des scénarios où c'est l'inverse? C'est-à-dire que ce qui fait qu'une mine légale arrive à survivre, c'est qu'elle ne subit pas de taxes, elle ne s'embarrasse pas des mesures environnementales. Donc finalement, plus on rajoute de taxes et plus on rajoute de mesures environnementales, plus on donne un avantage comparatif à ces mines illégales. Tout à fait. Et donc, est-ce que le risque à vouloir encadrer le sujet, enfin le domaine des mines, c'est pas encourager finalement l'essor du domaine des mines illégales? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on marche? Parce que ça ressemble à un cercle vicieux assez négatif, quoi. Oui, alors dans tous les cas, dès qu'on encadre, le prix augmente. Je pense que les métaux produits en Europe ils y arrivent quand même, parce que les mines continuent à être ouvertes. On a une mine de tungstène, par exemple, en Autriche, qui est ouverte depuis la fin des années 70, qui a résisté à toute forme de dumping chinois. Pourtant, il y en a eu dans les années 80. Ils ont résisté. Alors je pense qu'ils ont dû tourner à perte un petit moment,
Mais finalement, ils sont rentables. Aujourd'hui, ils arrivent à tourner économiquement, correctement, parce que ils ont la chaîne de valeur, ils ont toute la filière aval qui est derrière pour ravitailler, pour fournir leur tungstène, pour vendre leur tungstène dans des chaînes intégrées, on va dire. Et donc ça permet quand même d'augmenter, entre guillemets, la rentabilité d'une mine. Ceci dit, effectivement, dès qu'on est dans des cadres européens, ce sera toujours un peu plus cher qu'ailleurs. Il faut s'y rendre à l'évidence. De toute manière, même la production, si on relocalise de la production industrielle, que ce soit minier ou pas, ce sera plus cher. Après, ce sont des choix politiques et économiques. Et après, les mines artisanales, elles sont combattues. Donc, dans tous les cas, elles ne peuvent pas être partout. En Europe, ça semble très compliqué. Donc, elles sont dans des pays dont les contextes politiques sont toujours tendus, sur lesquels on ne peut rien faire. Sur la question de l'environnement maintenant, donc vous nous avez montré ces images d'environnement dévasté après l'exploitation d'une mine plus ou moins sans contrôle. Est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui donc quels sont les moyens aujourd'hui de réduire l'impact en amont des mines, donc ou durant l'exploitation, et ensuite est-ce qu'on a des solutions en aval pour permettre à ces environnements de repartir, de se développer à nouveau et de purger l'intoxication qu'ils ont eue de certains métaux ou les impacts. Voilà, vous parliez de cyanure tout à l'heure. Est-ce qu'on a un moyen d'extraire ça de l'environnement pour permettre à l'environnement de se régénérer? Oui, tout à fait. Je pense que dans les 40 dernières années, il y a eu beaucoup de recherches scientifiques, techniques qui ont été menées sur ces sujets-là. Justement, parce que déjà en France, on était embêté quand même. On a une densité de population qui est importante par rapport à certains pays miniers. On parlait du Canada tout à l'heure, ou de la Russie, des États-Unis. Ils ont une densité de population qui est, par certains endroits, et notamment là où il y a les mines, beaucoup plus faible que ce qu'on a nous. Donc nous, on a été quand même embêtés en France, en Europe en général, quand on a arrêté l'exploitation des mines. On avait beaucoup de pollution qui restait. Donc on a été obligé de dépolluer les sols et donc de faire de la recherche dans les techniques de dépollution des sols dans l'après-mine. Ceci dit, maintenant, ça ne devrait plus arriver. C'est-à-dire que maintenant, quand on conduit une mine, déjà, l'exploitant est tenu légalement de prévoir une somme d'argent pour réhabiliter le site après la fermeture de l'exploitation. Donc, il s'y engage, et sa responsabilité est engagée légalement ainsi que financièrement pour réhabiliter le site. Donc mettre en œuvre toutes les mesures en accord avec les DREAL, et donc avec l'État, en France en tout cas. En Europe, c'est d'autres organismes, mais voilà, toujours en accord avec les gouvernements, pour réhabiliter les sites et rendre un site... Alors certes, on ne peut pas recréer de la matière pour compenser un trou qui aurait été fait, mais pour rendre le site le plus proche possible de l'état dans lequel on l'a trouvé. Donc j'ai plein d'exemples en France de carrières qui sont réhabilitées en lac, par exemple, en zone de loisirs. Donc on reboise autant qu'on peut, on revégétalise, on réhabilite, à tel point que, on va dire, 10 ans après la fin de l'exploitation, les gens ne savent même plus qu'il y avait une mine là, ou une carrière. Donc on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires. On va se baigner au lac. En fait, à l'époque, il y avait une mine ou une carrière dessous, et on ne s'en rend pas compte. Et puis, donc, pendant l'exploitation minière, ça c'est pareil, on sait aujourd'hui très très bien gérer. Alors la principale pollution, c'est les eaux d'exor de la mine et les eaux de traitement, donc qu'on utilise pour, si vous voulez, extraire la substance. On doit utiliser beaucoup d'eau pour traiter les minerais et extraire le métal. Et donc ces eaux, généralement, finissent polluées. Donc à l'époque, elles étaient rejetées dans la nature directement, ce qui a induit une pollution terrible. Mais aujourd'hui, elles sont retraitées, elles sont en circuit fermé. On sait tout à fait les traiter au niveau chimique pour abattre, pour enlever toute forme de pollution et rejeter une eau qui respecte les spécifications induites par l'État. C'est le cas en Europe, c'est le cas au Canada, où on a des mines qui sont contrôlées en plus régulièrement par les gouvernements pour pas qu'il y ait de problème. Et ces mines-là rejettent de l'eau parfaitement propre dans l'environnement. Donc on sait le faire. Enfin, certes, ça coûte un peu plus. Donc il faut ce qu'il faut.
Mais techniquement, scientifiquement, technologiquement, c'est faisable. Votre spécialité, c'est donc le génie minéral et les techniques de séparation des minéraux. Ce serait dommage de faire une conférence avec vous, qui est expert sur ce sujet-là. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu ce qui anime votre quotidien? Comment et pourquoi est-ce qu'on sépare des minéraux? Comment on le fait, etc. Alors, vous voyez, moi, mon quotidien, c'est ça. Mais c'est pas à gauche, c'est à droite. Hein, c'est ici, c'est ça. Donc, quand on a un minerai, alors un minerai, c'est une roche. Hein, je vous avais montré le minerai de lithium, là. Voilà, ça. Ouais, ça, c'est une roche. Donc, une roche, c'est un assemblage de minéraux. Là, je fais appel à vos cours de SVT du lycée. Une roche, c'est un assemblage de minéraux. Et les minéraux eux-mêmes sont des assemblages d'anions et de cations. Donc, si je vous dis le quartz, ça vous parle, c'est des cations de silicium qui sont associés avec des anions d'oxygène. C'est SiO2, la formule du quartz. Ça forme un minéral, qui est donc un cristal. Hein, c'est périodique dans les 3 dimensions. Ça fait des grains. Et ces minéraux s'associent. Donc le quartz s'associe avec les feldspaths, avec des micas. Ça doit vous parler, tous ces noms-là. Et ça forme à la fin une roche. Et parfois, dans les roches, alors quand on a un granit, je vous rassure, c'est pas, enfin, il n'y a rien d'intéressant dans un granit. Mais ici, vous voyez, c'est, on va dire, comme un granit. Donc il y a du quartz, des feldspaths et des micas. Et les micas, c'est les minéraux violets. Sauf que ces minéraux violets, les micas, ils contiennent du lithium dans leur structure. Donc le lithium, c'est un cation. Il est inclus dans la structure cristalline du minéral. Donc la première étape, ça va être déjà d'enlever le quartz et le feldspath pour arriver à n'avoir plus que le mica. Donc ça, on va utiliser donc les propriétés des minéraux pour les séparer. Donc le mica, par exemple, il peut être un peu magnétique. Vous voyez? Donc ça, c'est une première étape. On peut faire une séparation magnétique, si ça fonctionne, pour éliminer le quartz et les feldspaths, qui sont, eux, non magnétiques. Donc on va se retrouver avec un concentré de mica litinifère. On utilise pas mal de propriétés. Donc là, j'ai cité la susceptibilité magnétique des minéraux. On utilise aussi leur densité. Si je vous reprends l'exemple du cuivre, là, vous voyez ici, là, ici, c'est les minéraux ici qui portent du cuivre, donc qui contiennent du cuivre dans leur formule. Donc ici, c'est un sulfure de cuivre, CuS ou Cu2S. Okay, donc c'est des cations de cuivre associés avec des anions de soufre. Et donc ce minéral-là, il est dense. Il est un peu plus dense parce qu'il contient du métal. Donc on peut utiliser la propriété de densité. Bah, pour l'or, typiquement, hein, vous avez déjà vu les gens qui exploitent à la Batté. Donc la Batté, ça utilise les propriétés de densité. L'or a une densité de 19, donc 19 fois plus lourd que l'eau. Et donc il reste au milieu de la Batté parce qu'il a une force de poids, il sédimente très facilement, très vite. Donc on peut utiliser ces propriétés-là de densité, donc magnétisme, de conductivité électrique, et puis de propriétés de surface. Donc moi, c'est un peu là-dedans que je fais ma recherche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a concassé et broyé la roche, et qu'on a globalement un grain égale un minéral, ensuite on peut aller sur la surface du grain, rajouter des molécules chimiques qui vont rendre le grain hydrophobe, donc qui aime bien l'huile et qui n'aime pas l'eau. Et ensuite, on peut le récupérer grâce à ça quand on injecte des bulles d'air dans l'eau. Parce que les grains de minéraux qu'on a rendus hydrophobes vont aller s'associer aux bulles d'air. Et puis une fois qu'on a isolé le minéral qui contient le métal, on va dégrader la structure du minéral, donc la structure cristalline, pour extraire uniquement le cation qui nous intéresse. Donc vous avez déjà tous entendu parler des hauts fourneaux, ceux qui étaient en Lorraine notamment, de ArcelorMittal, qui ont été malheureusement fermés en 2012. Et donc là, ArcelorMittal en Lorraine, et puis de manière globale en métallurgie extractive, on prend le minéral, donc ici c'est un sulfure de cuivre, pour le fer c'est un oxyde de fer, on prend un oxyde de fer, on rajoute du charbon, le charbon va capter les atomes d'oxygène, s'échapper sous forme de CO2, et il va nous rester que le fer. En plus, ça va chauffer, c'est bien, parce que le charbon, ça chauffe, et donc le fer va être sous forme liquide.
Donc on isole comme ça le fer. Et vous vous rendez donc compte que pour faire 1 tonne de fer, on rejette X tonnes de CO2. Et pour faire du silicium métal, on prend du quartz, SiO2, on met du charbon, le charbon va capter l'oxygène, il ne nous reste que Si, le silicium métal, qui va servir à faire les panneaux solaires. Mais pour faire donc du silicium métal, j'ai émis du CO2. Et ça, moi j'ai déjà visité une usine en France qui fait ça. Donc, voilà, on produit des panneaux solaires, mais il faut prendre du recul quand même, être critique sur les choses et dire, oui, ok, pour produire les panneaux solaires, j'ai émis du CO2. Et donc moi je travaille dans tous ces procédés-là pour arriver à extraire les substances. Donc je vous ai dit, on a des teneurs, là sur un minerai de cuivre actuel, ceux qui sont économiquement rentables aujourd'hui, ils sont à 0,5% de cuivre dans la roche. Or, quand on veut faire un fil de cuivre, on veut 99,9998% de cuivre. On ne veut pas 0,1 ou 0,5. Donc il faut concentrer le cuivre jusqu'à arriver à quasiment 100%. Donc là, je travaille dans tous ces procédés-là.